toutes. Merci à l'association de nous inviter à présenter un retour d'expérience sur un projet largement mature et assez ancien. Voilà, donc je vais vous présenter une application, le développement d'une application mobile au service des professionnels de santé. Donc, un projet chez Prescrire. Alors, Prescrire, c'est une revue médicale indépendante créée en 1981. On va dire que dans les années 80, c'était un peu une start-up. L'objectif, c'est de fournir des informations claires, des synthèses, avec de la fiabilité et particulièrement sur les médicaments et les stratégies thérapeutiques. Donc la cible, c'est principalement les médecins généralistes et des pharmaciens d'officine ou à l'hôpital. Le statut, c'est le statut associatif, donc financé à 100% par ses abonnés. Et avec une forte indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique. Pas de conflit d'intérêt. Voilà, donc chez Prescrire, moi je suis responsable projet informatique éditoriale. Donc l'informatique éditoriale, ça ne vous parle peut-être pas, puisque nous, on est plutôt dans la doc technique, nous on est plutôt sur la presse et l'édition. Donc c'est deux mondes un peu parallèles, mais qui utilisent grosso modo les mêmes technos, on va dire. Voilà, donc l'informatique éditoriale, c'est un métier qui vient de l'imprimerie, de l'industrie graphique, et qui s'est retrouvé plutôt dans les sociétés de presse et d'édition de nos jours. Donc l'idée, c'est de mettre en place des chaînes éditoriales. Donc avant, on parlait HTML, après on a eu l'arrivée de XML. Donc on parle de workflow éditorial. Avant, c'était très rapide, donc mise en page automatique, production, publication multicanal. Voilà. C'est des termes qu'on retrouve aussi forcément dans la doc technique. Donc moi, j'ai une expérience de 25 ans dans ce domaine, donc essentiellement dans l'édition. Dans le traitement de docs structurés HTML ou XML, avec une grosse expérience sur la partie print, sur le système XPP, donc un système de composition de contenu structuré, système assez complexe, automatisé. Qui est maintenant l'éditeur, maintenant c'est RWS, donc le représentant ici. Voilà, donc ma dernière expérience était dans le domaine juridique, donc chez un gros éditeur juridique, donc avec des gros volumes de contenu. Donc des contenus, à la fois des contenus auteurs, donc ce qu'on appelle la doctrine dans le juridique, et tout ce qui est jurisprudence, documentation officielle, etc. Donc des grosses bases de données documentaires et beaucoup de print, donc beaucoup de papier et du numérique. Voilà. Donc après l'édition, je me retrouve dans la presse, donc chez Prescrire. Alors dans le juridique, à l'époque c'était encore du HTML ou du XML, c'est grosso modo c'est pareil.
Et on entendait parler de DITA, mais c'était pas du tout, comment dire, ça ne l'est certainement pas encore. En fait, on a des chaînes qui sont, comment dire, industrielles, avec des modèles spécifiques qui ont été développés, et voilà, c'est complètement différent de DITA. Donc j'arrive chez Prescrire. Donc là, c'est de la presse, donc c'est encore différent de l'édition. Alors les produits, c'est donc une revue mensuelle, donc en papier et en numérique, un site internet, des formations, et il y a un projet qui existe déjà de passage, ce qu'on appelle la transformation numérique en fait, donc de passage au numérique de certains fonds documentaires, dont un guide des interactions médicamenteuses, ce qu'on appelle le premier choix, info patient, et le guide Prescrire dont je vais vous parler, qui est en projet. Donc j'arrive dans cette petite structure finalement, puisque c'est surtout des rédacteurs, des médecins et des pharmaciens. Et donc on parle de DITA, donc je me montre vraiment ce que DITA fait dans la presse, parce que moi, DITA, c'est de la doc technique, c'est un peu comme DocBook, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Donc voilà, et ça c'était en 2017. Donc je vais vous présenter donc un premier projet qui s'appelle le guide Prescrire, donc c'est une application mobile, hein, comme je vais vous expliquer. Si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code pour tester éventuellement l'application. Alors il n'y a pas d'authentification, il faut demander un code, entrer le code, et vous avez un accès en mode démo, on va dire. Ça vous donne un accès limité à l'application. Donc une application, l'idée c'est un outil d'aide à la décision, donc qui est porté par un rédacteur au sein de Prescrire, un médecin généraliste. C'est plutôt voilà, pour les médecins, on va dire, ou les étudiants en médecine, ou en pharmacie, etc. Voilà. Alors, les choix techniques, au niveau... Bon, c'est pour vous expliquer un petit peu la technique, ce qu'on utilise. Hein. Donc, on utilise le CCMS Componage, donc voilà, simplement. On utilise l'éditeur, bon, un peu comme tout le monde, je pense, Oxygène, avec un passage à Oxygène Logotor. On a des plugins, sur ce projet-là, on a des plugins DITAOT, donc j'en ai dénombré 15, pour faire divers types de traitements. Et donc l'idée, c'était d'exporter une base documentaire en DITA, pour construire une application mobile. Donc pour ça, on a un plugin d'export spécifique qui transforme le DITA donc en un format intermédiaire, puis en JSON, c'est ce qui est utilisé généralement pour tout ce qui est web, mobile, etc. Et c'est chargé automatiquement sur les devices. Alors, au niveau du contenu, au départ, 2015, moi j'étais pas là, c'était le consultant qui avait lancé plusieurs projets XML, on va dire, pas encore DITA. Donc on avait un prototype en XML, travaillé apparemment en mode texte, c'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, passage à Oxygène avec un développement d'un framework. Les premières publications pour rentabiliser le projet, c'était de faire du print, de publier dans la revue, parce que l'application n'était pas disponible. Ensuite, on avait un autre projet à côté, documentaire, qui était déjà en DITA, et là on était sur autre chose. Donc moi j'ai proposé de rationaliser, de tout passer en DITA, même si DITA je ne comprenais pas ce que c'était, mais voilà, c'était plus logique comme ça de toute façon.
voilà, c'était trop lointain du XML classique, en fait, d'ITA, pour moi, à cette époque-là. Et puis voilà, après, donc par étapes, on a raffiné un petit peu le produit avec notamment la techno Schematron, et puis une migration petit à petit, et puis dernièrement donc, le passage sur Bouton. C'est assez technique, je suis désolé. Alors, du coup, on se dit, bon, on fait du DITA, mais pour la presse, à quoi ça sert? Parce qu'il y a une fonctionnalité quand même fournie out of the box, donc on ne voit pas trop l'utilité en fait. Donc déjà, en plus, on est obligé de spécialiser, parce qu'on a besoin d'adapter le contenu à des produits, et donc là, les éléments spécifiés en DITA pour la date technique, pour la presse, c'est pas forcément très utile, pas tout en tout cas. Donc au départ, on n'avait pas besoin de profiling, de filtrage conditionnel. J'ai montré que finalement, c'est des fonctionnalités bien utiles. La réutilisation, là, c'est aussi très utile. On a beaucoup de use cases pour ça, sur ce projet-là en particulier. Alors, on ne rédige pas vraiment en DITA. Enfin, oui, on rédige en DITA, mais on utilise ce qu'on appelle les topics composites plutôt que vraiment des topics assemblés avec une granularité plus fine. Enfin, voilà, je pourrais expliquer si les gens sont intéressés par ça. Et on utilise également donc, une spécialisation DITAMAP Subject-Stream. Côté application mobile, alors l'idée c'est de faire du offline first, c'est-à-dire l'application elle fonctionne en mode offline. Et mobile first, donc on fait le développement sur vraiment, parce que nous on a quand même, je ne sais pas combien de doc type spécialisés, donc l'information est vraiment typée en fait. Les topics sont vraiment typés, spécialisés. Donc c'est vrai que ça demande non plus d'être quand même maîtrisé et au final, quand c'est bien fait, et encore une fois c'est flexible, donc on peut revenir aussi sur les choix, ça c'est vraiment très intéressant. Et quand c'est bien fait, ça permet de faire des choses qui paraissent autrement difficiles à atteindre. C'est-à-dire que là on a été en mesure par exemple d'unifier des fonds documentaires qui n'ont vraiment rien à voir, de les unifier, de les assembler et de les livrer sur un même support, par exemple. Ça, en XML classique, on rentre dans du spécifique, difficile à maintenir. Là, je trouve que c'est pas inatteignable, quoi. Ça fonctionne. Voilà. Après, les perspectives d'évolution. Alors, là, je vous ai présenté vraiment une application, somme toute, assez modeste. Hein, voilà. Donc, sur la partie application mobile, on n'a vraiment pas d'évolution à court terme, en tout cas. C'est plus que mature, on va dire. Sur la partie contenu, pour l'instant, ça répond aux besoins. On a fait plusieurs évolutions. On pourra en faire à l'avenir. Mais c'est toujours sur la partie contenu que doit se porter l'effort. Donc, on essaie de rationaliser l'édition parce qu'on a d'autres fonds documentaires à côté qui ont leur propre framework, on va dire, leur propre spécialisation multiple. Et donc, voilà, on est obligé de rationaliser au bout d'un moment l'édition, vraiment la partie rédacteur. Et aussi améliorer l'expérience rédacteur pour embarquer des nouveaux utilisateurs voilà, sans une courbe d'apprentissage qui soit trop longue, parce qu'on a des rédacteurs qui viennent de Word, en fait. Hein.
Au départ, c'était des rédacteurs Word qui ne sont pas du tout techniques, donc c'est des médecins ou des pharmaciens. Il faut juste que ça fonctionne, quoi. Donc on a déjà quand même, on a déjà des utilisateurs bien formés au XML qui peuvent comment dire, partager et faire monter en compétence les autres. Mais il faut vraiment que ça soit, que l'édition soit vraiment facile, ouais, facile d'accès. On aimerait sur ce projet-là réorganiser les topics composites en topics classiques. Donc voilà. Pourquoi ça n'avait pas été fait jusque-là? Parce que c'était plus simple pour commencer à écrire en Dita d'avoir les topics composites. Et quand on crée beaucoup de nouvelles situations pratiques, c'était plus facile aussi d'écrire, un peu comme dans Word finalement. Sauf qu'on voit qu'il y a beaucoup de métadonnées quand même à renseigner un peu partout. Mais maintenant qu'on est en mise à jour, principalement, bon, là c'est plus intéressant de passer vraiment en Dita, quoi. Donc, pour pouvoir bien cibler les changements, voilà, les topics modifiés, etc., les créations, voilà, de façon plus fine. Ça c'est vraiment plutôt du domaine de l'organisation, hein. Et après on a des réflexions sur voilà, augmenter les métadonnées en fait, et notamment d'intégrer un référentiel interne base médicaments et se connecter sur des terminologies médicales pour pouvoir être standard, entre guillemets, compatible avec les logiciels métiers. Voilà. Après, au niveau Dita, du coup, avec plusieurs expériences réussies, c'est devenu un petit peu le format de l'entreprise, quoi. Voilà. En tout cas, ça a été bien compris au niveau du management et les équipes adhèrent au projet, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur cette longue expérience dans un domaine qui ne semblait pas acquis pour du XML déjà, et du Dita non plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On sort du domaine de la documentation technique. Moi j'ai une question sur la spécialisation. Je ne sais pas, à travers un exemple, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous avez appris à spécialiser? On va prendre un exemple, un cas d'école, hein, je pense, puisque bon... non, je vais prendre plutôt directement... Voilà. Donc là, j'ai dit qu'on avait beaucoup de choses comme ça, là, des références documentaires. Donc en fait, c'est des appels bibliographiques. Hein, c'est comme ça qu'on appelait ça, hein, sur le papier. Donc là, en fait, on utilise quoi? C'est un peu un XREF, parce que c'est un lien, quoi. Mais en même temps, c'est un peu un FM, une footnote, un petit peu. Donc on fait quoi, en fait? Si on prend XREF, ben non, parce que XREF, XREF, c'est générique, en fait, un XREF. Donc on est obligé de typer le XREF. Donc là, par exemple, quand il y a un appel bibliographique, c'est un XREF. Donc, voilà. Enfin, c'est une spécialisation de XREF. Mais le jour où on a des appels de notes, par exemple, bon, un appel de notes, bon, on peut garder une note, on peut. Mais si on a un appel de notes dans un tableau, par exemple, c'est quoi? C'est plus une footnote, en fait, c'est autre chose. En fait, on a plein d'objets typographiques, finalement, qui ne peuvent pas se résumer à un XREF ou autre chose, en fait. Donc c'est des raisons de rendu aussi, forcément. C'est un peu lié au rendu, quoi.
si on, je prends l'exemple du tableau, mais quand on fait beaucoup de tableaux, du CALS par exemple, multicolonne, complexe, une note de tableau, c'est pas une footnote par exemple. C'est des exemples, et en fait, cet exemple-là, qui est peut-être, enfin, compréhensible, je ne sais pas, en tout cas, il se généralise un peu à tout. Quoi. Ce qu'on ne spécialisera pas, par exemple, c'est title. Enfin, title on est quand même obligé de spécialiser. Une question, vu que c'est un art pour une spécialisation de donner des conseils, oui. Je suppose que c'est très important que ça a été revu, validé, et autant pour la partie texte, les topics, les sous-topics, on peut valider ça avec quelqu'un, mais je veux que vous avez énormément de liens, et par expérience, je sais que plus on a de liens, plus il y a des chances qu'il y a des liens qui sont cassés, ou qui pire, quand on vous envoie. Comment vous faites pour valider que les liens sont tous corrects? Qui sont résolus, vous voulez dire Qui pointent vers le bon endroit. Parce qu'il y a des liens pour le médicament, il y a des liens pour le bibliographe, il y a plein de différents types de liens. Et je me demande juste si vous avez un mécanisme particulier, ou si c'est juste énergivore. Et chaque fois qu'on vérifie une page, on vérifie aussi chacun des liens qui sont dans la page. D'accord. Bah, là c'est la responsabilité du rédacteur en fait. Hein. Donc on a de l'épreuvage par exemple, donc un épreuvage qui permet de visualiser différemment avec des liens actifs. Donc quand on clique, ça nous amène. Mais après, dans le workflow, en fait, il y a une étape aussi de contrôle qualité ou contrôle de concordance. Donc c'est un rôle spécifique qui consiste à vérifier que le paragraphe en question est bien à jour aussi par rapport à la référence. Donc c'est du travail manuel en fait, de vérification. Bien, mais je pense qu'on va en rester là pour